Salut à tous les amis, on se retrouve sur Bureau Oval, très heureux de vous retrouver pour une émission comme la dernière émission d'ailleurs. On se retrouve pas en plateau mais on se retrouve ici, la technologie nous permet de faire quand même une émission tous ensemble et on est très heureux de vous retrouver parce que la 4e journée du tournoi de destination arrive et forcément ça va être très intéressant à suivre. Et regardez l'équipe que j'ai en plus, le trio magique est formé. Comment ça va Alex? Comment ça va Emric? Ouais, l'agneau. Ça y est, le mec il est parti un week-end en amoureux, ça y est, on le retrouve, il est américain. Non, mais on parle anglais, on joue l'Angleterre. Oh. Ah bah non, moi, justement, we speak French. We are in France, we speak French. Thank you, Chabal. Ceux qu'on la ref. Mon Dieu, Sébastien Chabal. Ouais. Ah putain. Ça va, ça va. Le moment où. Hein, prêt à taper de l'anglais ou quoi? Putain, j'espère tellement, mec. J'aimerais tellement. Ça va être fou, ça va être fou. J'ai hâte. Vraiment, là, j'ai la hype qui monte, vraiment. Tu sais, on nous a un peu... Voilà, ce France-Écosse, on avait envie de le voir, on avait envie de le manger entre nous. Voilà, on s'échange énormément de messages et tu sens qu'on a faim. Et là, ce France-Angleterre, là, et qu'il arrive, mais qu'il arrive vite, quoi. Ah, et ce France-Angleterre, c'est exactement samedi à 17h45. On va pouvoir afficher la 4e journée justement de ce tournoi à destination. Ben va pouvoir, notre chef d'édition, va pouvoir lentement mais sûrement nous balancer tous les tableaux comme d'habitude. Et donc, juste avant cette Angleterre-France, samedi, il y aura un Italie-Pays de Galles qui sera important aussi parce que les Gallois, contre toute attente, peuvent aussi aller chercher un grand chelem, même au-delà même d'aller chercher la victoire dans le 6 Nations. Et dimanche, on aura un Écosse-Irlande entre deux équipes qui ont perdu leur dernier match. Donc les Écossais comme les Irlandais auront envie de prouver et ce sera forcément un très gros match entre des Britanniques. On a toujours envie de suivre ce genre de rencontre. Tu le sens, les Gallois, le seul match qu'ils vont perdre, c'est en Italie ou pas? T'as dit entre Britanniques pour parler d'Irlandais et d'Écossais. Ah oui, non, mon Dieu. On va se faire attaquer, c'est chaud. On va se faire attaquer par des Irlandais. Oh là 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 là. Ah ouais, quand tu connais l'histoire des deux pays en plus, oh là 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 là. Tu t'es mis. Joseph Ruiz, hein, on donnera son adresse. Après, ils font partie de la Grande-Bretagne, tu vois. Ils n'ont pas l'intégralité de l'Irlande, ne chipotez pas. Après, les Lions britanniques, t'as quand même des Irlandais et des Écossais, mais... Ouais, c'est pas tout faux, mais c'est pas tout juste. T'as l'air, c'est l'Irlande du Nord surtout qui est pas britannique, c'est tout. Non, c'est l'Irlande. C'est l'Irlande. Ah bon, je croyais que l'Irlande du Nord n'était pas britannique, mais que l'Irlande. L'air, voilà. Ouais, on va faire des cours de géographie ici. Hein. Putain, la géopolitique, les gars, c'est pas pour nous. Désolé les amis, je dois le reconnaître. D'ailleurs, techniquement, on devrait pas afficher ce drapeau-là de l'Irlande. C'est vrai, on nous l'avait déjà dit d'ailleurs. Mais voilà. Mais au moins on l'a mis dans le bon sens, sinon c'était la Côte d'Ivoire, c'était un peu plus relou quoi. Tu vois. C'est pas comme géographie, on allait avoir plus de problèmes. C'est clair. Donc aujourd'hui, forcément, on va se faire un débat sur le crunch. Hein. La France va-t-elle assumer la pression jeune 15 de France avec ces dernières semaines où il y a eu toute cette polémique autour du Covid, de la bulle sanitaire explosée, oui, non, etc. Autour de Fabien Galtier, autour des joueurs. Bref, il s'est passé énormément de choses. On va en parler forcément dans cette émission, mais surtout cette pression sur les épaules de ce jeune 15 de France, vont-ils savoir la gérer? Et on va faire un focus dans la foulée avec l'Angleterre que l'on affronte, qui a perdu 2 de ses 3 premiers matchs et la victoire seulement en Italie. On va se poser la question depuis quand l'Angleterre a-t-elle autant douté? Et on terminera l'émission par un quiz comme d'habitude. Les gars, pour rentrer tout de suite dans l'émission, la question donc de ce débat qu'on peut commencer à lancer. La France va-t-elle assumer la pression? Alex, tu vas ouvrir cette émission. Est-ce que tu peux nous donner ton pronostic et l'expliquer un peu quelle va être la tournure du match, quel va être l'état d'esprit de ce match et qui va gagner ce match? La première question, est-ce que l'équipe de France va tenir la pression qui est grandissante avec tout ce qu'on évoquera hein, hors rugby et ainsi de suite? Je dis non. Je dis non parce que je vois pas les Bleus être en mesure de tenir cette pression qui va être monstrueuse. Là on est mardi, c'est peu. On peut se dire ça va, on n'est pas encore dans le truc. Tu vas voir jeudi, vendredi, samedi, ça va être terrible. Je pense que la pression aussi qui a été accumulée depuis plusieurs semaines, les trucs extra sportifs peuvent casser les jambes et je pense qu'on manque un peu d'expérience pour avoir l'ambition et surtout de gérer la pression de gagner à Twickenham, même si c'est un Twickenham vide.
Ah, et c'est vrai qu'il y a ça aussi à Twickenham. Ton pronostic, mon cher Amrek? Moi, je pense que oui, on va savoir gérer la pression. C'est marrant, on s'était pas concerté. Je savais pas que t'allais dire ça, mec. Moi, je pense que oui, on va gérer la pression. La pression, on la boit. Très clairement. Pourquoi? Parce qu'on a un groupe très jeune. Et ça, faut pas oublier que la jeunesse, elle est insouciante. Et clairement, ce groupe-là, la force de ce groupe-là, on l'a répété avant en privé, etc., c'est le mental. Là, clairement, ils sont dans la difficulté. Ils ont tout à prouver. Mais j'ai l'impression que le groupe en tant que tel, en tant que joueur, si j'exclus un petit peu le staff, le groupe de joueurs entre eux a une solidarité très forte. Et au rugby, la solidarité, ça se voit sur le terrain. Je ne pense pas qu'il y ait des scissions entre les joueurs. Je pense qu'il y a peut-être eu au maximum une scission avec le staff ou en tout cas avec le sélectionneur. Et peut-être tout le board un petit peu de la FFR. Maintenant, les joueurs savent ce qu'ils doivent aller chercher. Ce qu'ils doivent aller chercher, ils doivent aller chercher pour eux. Ils doivent aller chercher pour le maillot. Et je pense que la chance qu'on a, c'est qu'en face de nous, il y a aussi une équipe du 15 de la Rose extrêmement sous pression. Voilà. En une minute, tu nous as dit. Je pense que j'ai dû faire exactement non, mais c'est magnifique. 50 secondes. C'est parfait. J'en ai un qui se montre plus optimiste que l'autre. Forcément, vous avez des analyses qui sont basées aussi sur cette dernière semaine qui a eu lieu avec, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je sais pas, qui était dans les montagnes ou avec sans 3G depuis ou 4G depuis 3G carrément. Depuis 3 semaines. Ouais, carrément, même sans 3G. Ceux qui n'ont pas de Edge, qui sont en galère. Ouais, voilà. Et qui n'ont pas vu tout ce remue-ménage autour du Covid avec le 15 de France. Et ben le ministère des Sports a rendu finalement a validé finalement ce rapport fait par la FFR et qui donc disculpe entièrement le staff, les joueurs de fautes autour de ce protocole Covid. À votre avis, Alex, comment l'équipe de France va-t-elle psychologiquement ressortir de cette période? C'est ça la grande question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des scissions dans le groupe France. Pas entre les joueurs foncièrement, mais entre les dirigeants et les joueurs, et puis entre Fabien Galtier aussi et les joueurs. Entre Fabien Galtier et les joueurs, ça consistait de savoir à quel point il avait, on va dire, fauté dans ce protocole sanitaire. C'est pour ça d'ailleurs que l'enquête était un petit peu étrange, parce qu'on voulait déterminer qui était le patient zéro. Mais là n'était pas la question. En fait, finalement, puisqu'il aurait fallu déterminer si Fabien Galtier, au-delà de son match qu'il allait voir de son fils à Jean-Bouin, est-ce qu'il est sorti une autre fois ou ainsi de suite. Bon, là maintenant, on a refermé ce chapitre-là, mais les joueurs sont quand même ont été un petit peu en colère avec ça. Ils ont surtout été en colère avec deux choses. Serge Simon qui avait mis un préparateur physique sous le bus, qui a été jeté en pâture comme ça leur a pas trop plu, les joueurs. Et puis la deuxième chose, c'est Bernard Laporte qui dit s'il y en a encore un qui parle à la presse, il dégage, il retrouvera plus jamais le maillot bleu. Et ces menaces-là qui sont compréhensible pour la plupart des gens qui ont côtoyé Bernard Laporte, qui fonctionne beaucoup comme ça à la menace. Il met pas toujours en pratique ce qu'il dit, mais les joueurs n'ont pas forcément apprécié. Après, maintenant, il y a un grand match qui arrive, un match particulier, un match pour aller chercher un tournoi, peut-être pour aller chercher un grand chelem. Est-ce que le sportif va prendre le pas sur les dégâts, on va dire, psychologiques qu'il y a eu ces dernières semaines? C'est toute la question. Moi, je pense qu'il y aura un impact, malgré tout, sur cette jeune équipe de France. Est-ce que, Aymeric, c'est pas justement ce match-là qui va décider de l'état d'esprit de ce 15 de France? Si ça gagne, ils se disent on va repartir. Par contre, si ça perd, ils peuvent réellement prendre un coup psychologique, alors qu'au final, perdre à Twickenham ne serait pas honteux. Ce serait presque logique quand tu prends tu prends l'extérieur et que tu reviens il y a un an, tu te dis vous allez perdre à Twickenham. Oui, ok, comme eux ils perdent au Stade de France, tu vois. En gros, quoi qu'on perd un peu plus là-bas. Mais en gros, si ça perd, je pense vraiment, moi je reste convaincu que ce groupe-là, il est dans la construction. On a posé les bases pour l'optique 2023, tu vois, ils ont envie de gagner, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'ils perdent là-bas, ils seront déçus, au même titre que la finale de l'Autumn Nations Cup. Tu vois, il y a un Dulin qui était vénère, tu vois, on a tous dit putain, vous avez fait un super match. Et ce que j'ai trop aimé dans l'attitude des joueurs qui ont joué cette finale, c'était que ouais, c'est cool, mais on a perdu en fait. Et on a envie de gagner. Et je pense que cette envie de gagner là, ils savent apprendre des défaites. Ils ont appris de la défaite en Écosse, ils ont appris de la défaite contre l'Angleterre. Je pense que même s'ils perdent là-bas, ce sera
peut-être que mieux pour la suite. Je me rappelle d'un Alex Priam dire que ce qu'il faudrait pour cette équipe de France, c'est mine de rien quelques défaites, qu'elle grandisse dans la défaite. Et bien sûr, je ne le souhaite pas, mais avec ce qui se passe là, voilà, c'est dans la difficulté que tu avances. Et ce groupe-là se construit. Et cette difficulté-là pourrait devenir une force, pourrait ressouder énormément de joueurs aussi entre eux. Moi, je crois que dans le fond de jeu, ce qu'on propose est propre. Il y a encore beaucoup à s'améliorer. Et si ce groupe-là reste soudé, ça devrait le faire même après une défaite. En fait, tout dépend comment est la défaite. Tu vois, si c'est la Bérésina, si t'en prends 40 et que t'es incapable de produire du jeu, bien évidemment que ça va gueuler. Si maintenant, comme je le pense, au maximum, on perdra de 5 points, bon, bah ça ira. Ce sera pas... Ouais, mais d'ailleurs, Aymeric, est-ce que en fait, selon toi, on est favori de ce match? Ouais. Oui. Sérieusement Attends. Non, mais tu vois, parce que regarde les retours. Oui. Regarde les retours. On retrouve notre 10 titulaire. On va en reparler après. On retrouve surtout peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, à savoir Virimi Vakatawa. Il m'a scié. Enfin, franchement, le gars, il revient de blessure, il est monstrueux. On en reparlera aussi peut-être, mais bon, bah voilà, tu vois. On retrouve quand même je trouve qu'avec ces deux joueurs, on retrouve des piliers. Mauvais jeu de mots. Malheureusement, non. On retrouve vraiment des piliers de ce 15 de France. Et ça reste très important, même si on va discuter, je pense, du duel Jalibert-Ntamak, qui est intéressant. Ouais, on va discuter. Mais ouais, non. Moi, je vois pas comment on peut être favori, les gars. Aymeric, comment tu peux dire qu'on peut être favori de ce match? Parce qu'en face, tu vas jouer. Comment on est favori de ce match? Mais comment on est favori de ce match? Parce qu'en face, tout simplement, parce qu'on est la 3e nation mondiale, que les Anglais ont chuté, qu'on est au-dessus en termes de classement, qu'on est meilleur, qu'on a de meilleurs résultats sur les 10-15 derniers matchs, qu'on produit du plus beau rugby, qu'on a des meilleurs joueurs poste à poste. Tant que les Anglais décident de pas faire jouer leurs meilleurs joueurs, en fait, et ben on a des meilleurs joueurs. Dans la forme du moment, on a des meilleurs joueurs. Donc pourquoi est-ce qu'on est favori? Pour toutes ces raisons. Maintenant, un match de rugby, ça se gagne ou ça se perd sur le terrain, mais sur la feuille de match, moi, quand je vois l'équipe de France et quand je vois l'équipe d'Angleterre, quand j'ai en mémoire l'Angleterre-Italie, quand j'ai en mémoire l'Angleterre-Écosse, l'Angleterre-Pays de Galles, bah cette équipe me fait plus peur. Et cette équipe fait plus peur à grand monde. Donc cette espèce de d'aura qu'elle avait... Hein? Je ne dis pas qu'on est moins fort que l'Angleterre. Mais ça n'empêche pas qu'on soit quand même pas favori. On n'a pas gagné là-bas depuis 2005. Je pense que l'équipe de France de la fin des années 2000, entre 2007 et 2010, elle était plus forte que l'équipe d'Angleterre. Pourtant, elle n'a pas gagné là-bas. Donc moi je reste persuadé que l'équipe de France est plus forte, que les joueurs sont peut-être plus forts, je peux le concevoir, mais ça nous fait pas non plus des favoris. Des favoris pour ce match-là, favoris à Twickenham. Vous vous rendez compte, vous imaginez si ça sort dans la presse dans la semaine là, favoris à Twickenham, mais cette pression-là sur l'équipe de France. Et cette pression-là sur les Anglais aussi. À un moment donné, les Écossais, ils n'avaient pas gagné là-bas depuis depuis les guerres d'Écosse. Donc à un moment donné, ils y sont pas allés en favori. Et ils y sont pas allés en favori. Mais cette défaite-là, plus la défaite au Pays de Galles, rend pour moi les Anglais en dessous de l'équipe de France. Moi, je vois l'équipe de France favori. On parle de... Alors, les Anglais peuvent gagner encore le tournoi, même si mathématiquement, c'est encore possible, mais bon, ça va être compliqué. Mais concrètement, les Français sont en lice pour gagner le tournoi, pas les Anglais, tu vois. Je viens de faire une contradiction, mais vous m'avez compris. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, justement, Aymeric, tu commences à évoquer cette victoire de l'Écosse contre l'Angleterre, en Angleterre, qui pèse énormément dans ton argumentation. Qu'est-ce qui, on le rappelle d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas regardé forcément les autres matchs, victoire de l'Écosse en Angleterre, historique, et il y avait 40 ans. Comment 40 ans. 40 ans, voilà, merci. J'avais pas le nombre d'années dans la tête. Et on va voir ce tableau fait par Ben qu'il est en train d'afficher. La question que j'ai envie de vous poser, Alex, est-ce que ça peut être une inspiration pour le 15 de France? On sait que le jeu du 15 de France et le jeu de l'Écosse ne sont pas basés sur les mêmes forces, n'ont pas les mêmes faiblesses. Maintenant, cette victoire en Écosse était basée autour de ces chiffres-là. Voilà, 43 jeux au pied, donc un jeu au pied environ toutes les 2 minutes. Une domination sur la possession comme sur l'occupation, une conquête parfaite et très peu de pénalités concédées. Dans quelle mesure l'équipe de France peut-elle s'inspirer de ce succès des Écossais en Angleterre?
Sur la discipline, en même temps, elle aurait tort de s'en priver, ce serait con. Surtout que les Anglais sont extrêmement indisciplinés, hein, 14, 12, 15 sur leurs 3 premiers matchs, donc c'est colossal. Sur le jeu au pied, je pense que la France peut s'inspirer de ça. Par contre, nous, on n'est pas capable d'associer jeu au pied et possession. Et c'est pas notre idée, d'ailleurs. Je pense qu'on n'en a pas envie. Et les Écossais, eux, le font. Donc c'est là où il y a des énormes divergences entre nos deux jeux. C'est que nous, on va peut-être être plus intéressant sans ballon que les Écossais peuvent vivre seulement avec le ballon. Et c'est pour ça que je pense que ce match va être... pour moi, en fait, ce match face à l'Angleterre, il est soit extraordinairement beau, soit dégueulasse. Tu vois, dégueulasse. T'auras pas de juste milieu pour toi. Je pense que personne n'en voudra de ce ballon, tu vois. Je pense que personne n'en voudra de ce ballon, sincèrement. Hein. Et moi, je pense qu'on peut pas s'inspirer de ce qu'a fait l'Écosse. L'Écosse est arrivée vraiment, ok, elle est dans longue, mais les Anglais ils étaient trop arrogants. Ils sont plus dans l'arrogance, les Anglais, hein, c'est terminé. Hein. Ils reçoivent la France. Hein. Tu imagines se faire taper par les Bleus? Mais il peut perdre sa place, hein, Eddie Jones, là-dessus. Hein. Non mais soyons bien clairs, il peut perdre sa place. Hein. S'il se fait taper par la France à Twickenham, il peut sauter. Hein. Et je ne serais pas surpris du tout qu'il saute. Hein. Rien à voir si... Enfin, j'allais dire un autre mot, mais vous avez bien compris. Si y a la Coupe du Monde dans quelques temps, ils n'en ont rien à faire, les Anglais. Donc, sincèrement, je pense qu'ils vont nous attendre pour pourrir le match. C'est tout. Moi, je trouve qu'on peut faire un parallèle. On n'est pas au même niveau, mais on a à peu près vocation de produire le même jeu que les Anglais. En tout cas, de ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, à savoir pas nécessairement un jeu de... Je trouve qu'on garde moins le ballon, tu vois. Là, les Écossais, ils ont décidé de conserver un maximum le ballon et de priver les Anglais de ballon. Ils ont réussi, chose qui n'est pas facile, parce que les Anglais sont d'excellents gratteurs et sont très très durs sur la ligne d'affrontement. Je pense que nous, on aime bien récupérer des ballons, au même titre que les Anglais aiment bien récupérer aussi des ballons. Du coup, il y aura clairement pas le même style que l'Écosse. C'est pas comme ça qu'on voit l'équipe de France depuis l'ère Galtier, et c'est pas comme ça qu'on verra l'équipe de France samedi. Mais je pense qu'on lâchera moins le ballon au pied que les Anglais vont nous le lâcher. Ok, et on va revenir un peu sur le plan de jeu que peut adopter le 15 de France, que peut mettre Fabien Galtier peut mettre en place. Mais pour rentrer dans ce sujet-là, j'aimerais d'abord qu'on fasse un point sur les joueurs qui seront présents, parce que ça a énormément changé depuis cette dernière semaine. On va voir le groupe de 31 qui va s'afficher avec énormément de mouvements et surtout des bonnes nouvelles avec des retours, notamment celui de Virimi Vakatawa, le centre du Racing, qui a fait son premier match contre Toulon ce week-end, celui de Romain Ntamak, qui l'ouvreur du Stade Toulousain, qui a joué ce week-end aussi contre Brive. François Cros n'est pas présent quant à lui parce que il est encore un peu court, même s'il a fait un match plein contre Brive. Beaucoup de joueurs qui avaient le Covid aussi sont présents, tels que Antoine Dupont, qui n'aurait pas pu être là contre les Écossais. Aujourd'hui, il est bel et bien présent. Et après, on a des joueurs comme y a qui d'autre? Il y a Gabin Villiers en revanche qui n'est pas présent. La perte, elle est là. Hein. Il est blessé. Thomas Ramos non plus n'est pas présent. Il aurait pu être présent à la place d'Anthony Bottier, qui sait, mais il est blessé dans tous les cas. Guérassi n'est pas présent, le deuxième ligne, tout comme Pesanti. C'est Caso qui est présent. Qui d'autre? Rebatch qui était dans le groupe d'avant, non? Qui était alors est-ce qu'il était dans le groupe d'avant, je ne sais pas, mais potentiellement je me rappelle plus, mais en tout cas clairement il aurait pu prétendre y être. On voit qu'en troisième ligne on a Aldrit, Cretin, Jelonche, Olivon ou Oki. C'est assez carré de ce point de vue là, c'est des joueurs qu'on connaît en troisième ligne pour le 15 de France. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Alex, est-ce qu'il y a des infos que j'oublie? Non, pour être précis, voilà, les joueurs qui sont là, qui ont eu le Covid, ont été globalement asymptomatiques. C'est pour ça donc qu'on n'a pas d'Arthur Vincent ou de Vigny Antonio, qui eux ont présenté des symptômes en fin de semaine dernière encore, donc ils ne peuvent pas être avec ce groupe France. C'est deux pertes quand même, hein, qu'il faut souligner. Du coup, ça nous fait entrer Wilfried Patin, qui est monstrueux depuis le début de la saison à Castres. Il y a assez peu de changements. À droite, je me
demande du coup un peu qui va démarrer, mais je pense que ce sera Awas. Ouais, c'est sûr. Voilà, mais on va pas avoir beaucoup de surprises. Hein. Ouais. On va avoir même assez peu de surprises, je pense, sur ce 15 de départ, si ce n'est aux ailes où il y aura un petit match, mais et encore, Ouais. vraiment. Bah justement, on va voir lentement mais sûrement. Zéro Je vais match vous aux ailes, poser les gars. quelques petits dilemmes quand même, hein. Allez. Parce que ça a l'air d'être facile, mais je suis sûr que vous n'allez pas forcément être d'accord sur les joueurs à titulariser. D'abord, première question, Emeric, t'en as parlé tout à l'heure. Nous Vakatawa. ou Galtier, parce que des fois on n'est pas d'accord. Hein. Non, si ce sera Fabien Galtier, quel selon d'abord Galtier qui va être titulaire selon vous, Ok. et après je vous poserai la question quelle serait votre préférence. Vas-y. Mais ce serait plus intéressant d'avoir selon vous l'avis du sélectionneur. D'abord Virimi Vakatawa qui n'était pas là depuis le début du tournoi à destination. Emeric, tu l'as vu jouer contre le Racing 92. Est-ce que contre Toulon, c'est vraiment le gros retour, sachant que surtout Arthur Vincent n'est pas là, quoi. Arthur Vincent là ou pas, je veux dire, Oui, Virimi Vakatawa, je vais te dire, il est au-dessus, quoi. Que... Non, mais il est carrément au-dessus. Il est carrément dessus. Là, t'as vu, il est revenu. Moi, je vous ai envoyé dans le groupe. Il fait pas bon être premier centre du Racing parce que il y a que des passes sautées en fait. Il y a que des S1 tout le temps qui vont sur Vakatawa et qui fait tout le temps des décalages. Il y a des 3v3, il crée le décalage. Il y a des 4v4, il crée le décalage. Il est incroyable. Il est incroyable. Il a cette prise de balle, prise vers l'extérieur, libération du bras. Je la mets derrière, je la propose. C'est un régal, je pense, de jouer avec ce joueur. Je pense que c'est vraiment un bonheur et je pense que c'est très compliqué de défendre sur lui parce qu'il a vraiment cette qualité de prendre la bonne épaule exté ou de revenir sur ton épaule inté, de s'enrouler dans le défenseur pour sortir les bras. Il le fait merveilleusement bien, il est galbé pour le faire de toute manière. Et non, il est revenu, il rassure totalement, tu vois. Autant, je pense qu'en termes de retour, il y a une petite discussion sur un joueur, mais elle n'est pas sur lui. Ouais, c'est clair, parce que tu retrouves ce lien Vakatawa-Fikou aussi qui marche parfaitement et qui est la base. Qui marchera peut-être la saison prochaine. Qui marchera, ouais. Exactement. Ouais. C'est clair. Non, mais vous imaginez. Ça va être incroyable cette paire de centres. Ils ont raison. Mais c'est incroyable pour le 15 de France aussi. Mais si on voit Fikou qui est intéressé à l'idée de rejoindre le Racing 92, c'est aussi parce qu'il se dit qu'il peut jouer avec Vakatawa et qu'en fait, ils s'éclatent ensemble, en fait, tous les deux, tellement ils sont complémentaires. Leurs carrières sont liées, hein, maintenant en équipe de France. Sincèrement, hein, je pense que ce duo-là est lié. Comme on a lié pendant pas mal d'années Josion Fritz à Toulouse. Il y en a eu plein. Ouais, mais après, tu vois, tu avais Josion Traille et Conrad Smith. Voilà, il y a des duos comme ça qui font rêver, qui sont restés. Il y a eu du Matthew Tate, Mike Catt à l'époque, il y a eu plein de trucs comme ça. Voilà, que ce soit en Angleterre, du Gordon Darcy, Brian O'Driscoll. Voilà, tous ces joueurs-là, ils sont liés. Et moi, je pense que maintenant, Fikou et Vakatawa sont liés, si tout va bien, jusqu'à leur 32-33 ans, quoi. Après, la question que... Peut-être que Lorenzité, il a su trouver les mots aussi. Ouais, les bons mots. La question dont tu parlais sûrement, Emeric, c'est sûrement dû au retour de Romain Ntamak. Ouais. Romain Ntamak ou Mathieu Jalibert. La question, qui va être, selon vous, titulaire dimanche et qui devrait être titulaire, selon vous? On va poser ces deux questions-là. Donc d'abord, Alex, qui va être titulaire selon toi? Romain Ntamak sans hésitation. Emeric? Romain Ntamak sans hésitation. Ok. Qui devrait être titulaire, Alex? Romain Ntamak sans hésitation. Emeric? Romain Ntamak sans aucune hésitation. Non, mais parce que. Non, mais si, avec quelques bémols, mais on va. Enfin, voilà. Alors dites-moi pourquoi, Alex, pourquoi il devrait et il va être titulaire? Parce que c'est le patron. Parce que le gars il a 21 ans, je crois. Putain, 21 ans. Il a 21 ans, il est encore plus jeune que Jalibert, il me semble. Il a 21 ans, il est juste trop fort. Ok, il a fait un match en demi-teinte face à Brive. On en a parlé hier soir dans le petit bureau, mais voilà, il a fait un match en demi-teinte. Il n'a pas été incroyable sur son retour, mais Romain Ntamak, c'est le patron. C'est Dupont en demi de mêlée. Pour moi, s'il y a Dupont, il y a Ntamak. Jalibert est capable de couvrir 15. Et c'est ce qu'il a très 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 bien fait, très très bien fait face à Pau. Donc voilà, je pense que sur le banc, si le gars il peut couvrir 10, 12, 15, bah voilà, ce sera pour lui, Jalibert. J'ai pas grand chose à rajouter. Oui, le seul bémol, c'est il revient de blessure après 2 mois. Est-ce qu'il est hors de forme?
Ça, c'est l'entraînement de mercredi qui va le décider. S'il est apte, c'est la confiance, c'est un système de confiance. C'est comme, tu sais, c'est comme au football, gardien numéro 1, gardien numéro 2. Bah là, c'est pareil, tu vois. Ouais. Jalibert, il sait qu'il est numéro 2. Je pense qu'il a fait des très bons matchs. Il est monté en puissance. Maintenant, le numéro 1 revient. Et c'est là qu'on va voir la compète entre les deux. Et d'ailleurs, on voyez, rappelle, hein, il s'est blessé à la mâchoire. Ouais, le fracture de la mâchoire. C'est ça. Et Laurent Thury qui disait en conférence de presse la semaine dernière, il disait il n'a jamais autant travaillé, il n'a jamais eu autant le temps en fait de travailler physiquement, d'être affûté. Qui est Laurent Thury, tu peux préciser? Spécifiques. Donc voilà, il a pu s'entretenir en fait, donc je suis pas trop inquiet. Hein. Mais vous voyez, on en parle beaucoup de ces choix de. Dis-moi, Aymeric. Précise, tu parles de qui, Laurent Thury? Pardon, l'entraîneur de la défense du Stade Toulousain. C'est toujours intéressant de le préciser. Pardon. Parce que d'après Bernard Pouligot, qui est barman du côté de bretonneux. Bernard Pouligot. Ouais. C'est un tenancier de bar pour moi, tu vois. Non, Laurent Thury qui est l'entraîneur de la défense du Stade Toulousain. Non, et moi, je suis quand même une petite réserve et je suis pas certain qu'il va être titulaire, même si je devais faire un pourcentage, ce serait du 65-35, on va dire, pour Ntamak. Mais vous voyez, on reproche beaucoup à Eddie Jones de titulariser des joueurs qui ne sont pas en forme, tels que Vunipola, tels que les frères Vunipola, tels que Farrell, malgré leur manque de temps de jeu, ils sont présents. Romain Ntamak n'a pas joué depuis fin décembre. Il a repris contre Brive. Au pied, il n'a pas été bon. Dans le jeu courant, il a eu du mal. Il fait un match où il n'est pas content. D'ailleurs, quand il sort, il a une discussion de presque 30 secondes avec Hugo Mola alors que le match se joue. Et Hugo Mola lui parle énormément parce que il fait la moue. Alors, il va revenir. Ça reste le numéro 1 pour moi. Jalibert a été très bon, mais pas de là du tout à regagner ce poste de titulaire. Et pour ce match en Angleterre, où il va y avoir énormément de pression, où il va y avoir énormément d'intensité, je pense qu'il va falloir être tout de suite dedans. Romain Ntamak, forcément, va avoir une concentration assez individuelle pour savoir comment il se sent, etc. Et le mettre titulaire, c'est envoyer un mauvais message à Jalibert. Et surtout, c'est peut-être... moi, je trouve que ce ne serait pas forcément le bon choix. Maintenant, ce qui peut, entre parenthèses, sauver Ntamak, c'est que Jalibert peut effectivement, comme l'a dit Alex, couvrir le poste de 10-15 sur le banc. Et vu qu'en troisième ligne, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse un 6-2. Je suis d'accord avec ça. C'est ce qui peut Franchement, contre l'Irlande, il a quand même osé faire un 5-3. Donc on parle des remplaçants, est-ce que tu mets le nombre d'avant, le nombre d'arrière. Contre l'Irlande, si tu as bien besoin de mettre un 6-2, je trouve que c'est contre l'Irlande. Et il a osé mettre un 5-3. Donc Galtier, pour moi, je trouve qu'il est assez illisible sur le banc et que ça dépend de la forme du moment. Mais je suis d'accord avec toi que quoi qu'il, Jalibert sera sur le banc minimum. Peut-être qu'il va nous surprendre. En même temps, Jalibert, c'est le dernier à avoir joué à Twickenham. Maintenant, je pense que vu la défense anglaise, vu la force des Anglais, avoir un Ntamak qui est moins offensif, qui permet de déplacer plus le jeu vers les extérieurs, plutôt qu'un dynamiteur, et garder ce dynamiteur pour rentrer en cas où si Ntamak est pas dedans, parce que ça arrive des fois, tu fais des mauvais matchs, Ntamak est pas dedans, il fait rentrer Jalibert, qui a un autre style de jeu, qui a su montrer vraiment de la gestion, notamment contre l'Italie, qui sait le faire, mais qui va pouvoir agresser cette ligne. Maintenant, quand tu agresses la ligne auprès des Anglais, tu tombes souvent sur Maro Itoje. Ouais, mais moi, il y a un truc qui me, en fait, il y a aussi un truc qui me fait dire que Ntamak sera titulaire. C'est François Cros à la fin du match face à Brive qui disait dès le début du match, il s'est pris Sotalafa dans la gueule. Qui est le troisième in-centre de Brive, qui est juste monstrueux. Il s'est pris Mitch Lees dans la gueule, il n'a pas bougé, il n'a pas peur le gamin, quoi. Il dit ça comme ça un peu, François Cross, il n'a pas peur le gamin. Il a faim en fait. Bah ouais, parce qu'en fait il a eu aucune appréhension et pourtant une double fracture de la mâchoire. Et quand il expliquait que quand il souriait, il sentait sa mâchoire entre ses dents se bouger devant là. C'était horrible. Tu vois son côté défenseur. J'espère que ils sont nos viewers sont en train de manger. Ouais, bon appétit. Et puis non, son côté défenseur qui aime le chocolat, tout ça, face à l'Angleterre, pour moi, c'est quasiment indispensable. Tu vois, parce que sinon Jalibert il va en termes de défense, je trouve qu'il apporte plus de sécurité.
Et je dis pas que Jalibert est un mauvais défenseur, Non, mais il est moins bon que mais il est moins Ntamak. bon. Ah, ça se défend. Ça se défend. Mais au Maintenant, même on titre va que demander- Jalibert attaque mieux la ligne que Ntamak, tu vois. Mais après, dites-nous en commentaire, les gars. Ouais, vraiment, ça Tu- m'intéresserait beaucoup d'avoir l'avis, d'avoir vos avis, les amis, parce que je suis très très partagé sur cette question-là. Et si on avait un joueur qui était capable de jouer comme si Romain Ntamak était capable de jouer 10-15, je l'aurais clairement mis sur le banc et Jalibert titulaire. Mais vu que c'est pas possible, je mettrais Romain Ntamak titulaire pour aussi sa capacité à revenir et le préparer pour l'avenue du Pays de Galles et l'avenue de l'Écosse aussi. Hein. On va pas se mentir que faut aussi réfléchir en ce sens-là. Troisième ligne L désormais, les gars, parce que ça aussi, ça va être une vraie question. Fabien Galtier n'a pas fait les mêmes choix sur la première et sur le premier et sur le deuxième match contre l'Italie et contre l'Irlande. Qui va être titulaire, Aymeric, selon toi, avec Charles Olivon et Grégory Aldrit? Est-ce que ça va être Cameron Wauquiez, Anthony Gelonche ou Dylan Crottin? Moi, j'aimerais bien qu'il mette Crottin parce que histoire de les faire chier en touche. Mais je pense qu'il va mettre. Je pense qu'il. En fait, s'il reste sur sa même logique d'intensité et de ferrailler, il mettrait Gelon. Maintenant, moi, je préférais un Crottin, voire un Wauquiez. En fait, tu vois, Crottin, Wauquiez. En fait, je mettrais naturellement, au vu des prestations club, Wauquiez devant Crottin. Mais au vu des prestations 15 de France, Crottin, qu'est-ce que tu peux lui dire? Rien. Donc, je suis emmerdé. Il y a toujours la pénalité qu'il a concédée. Ah, peut-être, ouais. Ah, pas con. à la J'avais oublié ça. 79e, hein. Ah, oui. Wauquiez alors. Du coup, moi, je l'oublie pas celle-là. Mais c'est pas C'est contre vrai. lui. Hein. Bah, après, Crottin était si, très, c'est très fort à complètement contre Bayonne. Avant-hier, là, je l'ai trouvé vraiment très, très fort. Sinon, si. En fait, moi, je suis partisan de mettre un troisième ligne aérien sur le papier. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu regardes les stats et les joueurs qui ont pris des ballons en touche depuis le début du tournoi, le meilleur preneur de ballons en touche, c'est Charles Olivon dans tout le tournoi de destination. Il a 13 ballons et le deuxième, c'est Alun Wyn-Jones à 9. Alors que Alun Wyn-Jones, il a fait 3 matchs. Ouais. Et nous, on en a fait 2. Donc en fait, Charles Olivon, il est systématiquement visé. Alors, soit, mais rappelle-toi, on a joué qu'avec un seul sauteur aussi. Ouais, soit il met un troisième ligne aérien pour brouiller les pistes, ce qui n'est pas idiot. Dans ce cas-là, Wauquiez ou Crottin, il y a match. Je pense que Wauquiez apporte un peu plus de puissance. Et alors que Crottin peut-être encore un peu plus un joueur de rupture, mais il se ressemble quand même beaucoup. Ouais. Si tu as envie d'avoir un petit underhill enfin un petit, parce qu'il n'est pas si petit que ça, un Gelon. Si tu as envie d'avoir un gars pour foutre un peu la merde et faire du mal aux Anglais, tu mets Gelon. Et moi, je mets une piécette sur Gelon. Ouais, je pense aussi. Ouais, en fait, dans la logique de ces déclarations. Mais... Moi, j'adore Wauquiez, je suis fan. Hein, moi, j'aimerais bien Cameron Wauquiez titulaire et Anthony Gelonche sur le banc parce que Cameron Wauquiez mérite d'avoir sa chance comme titulaire. Les deux autres l'ont eu et ont été très bons, mais Cameron Wauquiez avait été très bon contre les Anglais à la Coupe d'automne des Nations. Ouais. Et en plus, il est capable vraiment d'être très fort dans le jeu courant, dans les rucks et en touche. C'est un vrai capitaine de touche. Il avait d'ailleurs eu ce rôle contre les Anglais. Ouais, j'adorerais le voir. Mais après, tu auras Olivon, donc tu vas pas mettre deux capitaines de touche, tu vois. Ouais, mais non, mais oui, mais il est capable. Mais en gros, il a une vision et il a une lecture de la touche qui est excellente. Et il est capable d'aller contrer des ballons. Il est capable d'avoir cette lecture qui est excellente. N'oublions pas quand même la polyvalence que Galtier aime beaucoup sur le banc. Si on part en 5-3 et non en 6-2, moi je pense à un 6-2, Joseph aussi, s'ils avons 2-3 quarts, mais ça peut être parfaitement un 5-3. S'il met un 5-3, il faudra un gars qui puisse couvrir troisième ligne aile et troisième ligne centre. Et dans ce cas-là, c'est Gelon. Ouais. Ah, mais ça va être à la tu sais quoi, en vrai, s'il est dans la merde, Olivon, il peut prendre 8. Hein. Ouais, mais bon, je pense que dans sa tête, ça reste Gelon. En tout cas, quand la composition d'équipe va sortir, le plan de jeu de Galtier va transparaître de la compo. Moi, mes yeux, ils vont aller là en premier lieu. Sur le banc, ouais, sur le banc. Ouais, moi vraiment, mes yeux, ils vont aller sur qui joue 10 quand même. Sur qui? Moi, c'est sur qui joue 10, moi, mes yeux vont aller. Qui joue 10 déjà? Ah oui, sur qui joue 10, forcément. Qui joue 10 sur qui je vous dise. Je pensais qui joue 10. Ensuite... Non, mais je sais que tu vas regarder le poste de pilier droit, Brick. Je le sais. Tu sais quoi, je suis dépité en pilier droit. Donc, Mais Mohamed, je sais que moi, vous aimez bien Oumpatin. Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est pas le niveau international. Mais ça salue sa bonne saison, tu vois. Mais juste moi, je trouve qu'on est. C'est terrible de pas avoir Bamba et qu'il puisse pas progresser.
Je trouve que c'est vraiment un des gros points noirs. C'est notre pile droite. Notre ami Colombe, bah, j'ai envie de le voir. Pour moi, Bamba Colombe, c'est l'avenir. Mais bon, bah, s'il se blesse, les mecs, qu'est-ce que tu veux faire? Il est obligé de trouver d'autres gars. Et Awas, c'est son chouchou. Après, Emric, on a très peu d'indications aussi sur le niveau physique des gars qui ont eu le Covid, notamment Mohamed Awas. Et cette semaine, ils ont fait un test dimanche. Le lundi, on a eu des résultats. Et ils vont pas pouvoir faire d'entraînement haute intensité aussi, hein, parce que en fait, avec l'absence de possibilité de ramener d'autres joueurs avec toute cette polémique, il va pas pouvoir y avoir plus de 40 joueurs, donc l'entraînement haute intensité, il va pas pouvoir le faire comme il le fait d'habitude, donc forcément ça va être quand même il va y avoir une problématique pour faire monter les joueurs à bon niveau, et peut-être qu'il va y avoir privilège à ceux qui ont enchaîné des matchs. Donc Mohamed Awas peut en pâtir. Mais pour le moment là-dessus, vu qu'on n'a pas toutes les informations, c'est un peu parler dans le vide, on va pas se mentir, Alex. C'est pour ça que je pense aussi qu'on n'est pas favori, c'est parce qu'on a un déficit de rythme. Alors, il y en a beaucoup qui disent que cette première partie de saison a été tellement dure en termes de rythme que ça a permis de souffler ce match reporté. J'entends cette idée-là. Malgré tout, pour moi, les matchs, tu peux faire tous les meilleurs entraînements d'intensité que tu veux. Ça remplace pas les matchs. Cette équipe, elle n'aura pas joué ensemble depuis un mois. Et un mois, je trouve ça beaucoup trop. Du coup, je te renvoie sur l'Angleterre. Hein? Je te renvoie sur l'Angleterre. Hein. Farrell, il a 3 matchs dans l'année. Il a 3 matchs dans l'année. Tout à fait. Non, mais tu vois, moi, je reviens à la question de base. Est-ce que l'équipe de France va supporter la pression et est capable de s'imposer à Twickenham? Moi, j'ai dit non. Et pourtant, t'es un grand amateur de pression. Certes, et pourtant, Dieu sait que je trouve cette équipe anglaise dégueulasse. Mais vraiment, je ne l'apprécie pas du tout. On va en parler après dans le focus. On va se faire un petit focus, moi, Alex, t'inquiète. Ok, très bien. Je sais que tu as très envie de parler des Anglais, je te vois. Ah oui, je suis chaud. Je crois que tu as des fiches qui sont bien remplies. Après, il y a encore on va terminer sur cette équipe de France-là, parce que il y a surtout des absents dans cette équipe, et moi je me demande, Ben nous a préparé les absents qui sont pas présents du coup dans cette liste de 31. François Cros, Sébastien Bézi, Louis Carbonel, Swan Rebatch, Thomas Ramos, Demba Bamba, Gabin Villiers, Arthur Vincent, et je m'arrête sur Gabin Villiers. Emric, qu'est-ce que perd véritablement le 15 de France avec l'absence de Gabin Villiers? Tu vas me faire des amis, hein? Rien. Oh non, t'es dur. Non, mais attends, je vais expliquer. Rien dans le sens où, quand il était pas là, on arrivait à s'en sortir, et quand il sera là, ça sera très bien. Honnêtement, c'est l'un des postes à l'aile où on a du talent à profusion. Gabin Villiers, en fait, qui est perdant dans l'histoire? Pour moi, c'est Gabin Villiers. C'est pas le 15 de France. Gabin Villiers est monstrueux. Gabin Villiers aurait eu un profil parfait pour l'Angleterre. En ailier gratteur, encore une fois, il fait un match. Tu l'aurais mis à la place de Teddy Thomas, toi? Contre les Anglais, tout dépend du 15. S'il met Dulin, ouais. Pourquoi pas, ouais. S'il met Boutier, je garde Teddy Thomas. Mais attends, je vais te dire, Penaud m'a pas rassuré, moi. Moi, Penaud, il me rassure pas beaucoup, tu vois. Enfin, je le trouve pas encore à son prime, tu vois, et il a pas encore retrouvé. Il m'explose pas la gueule comme il m'explosait la gueule, tu vois. Tu vois, limite. Il a pas joué contre Montpellier. J'ai un doute. On va regarder ça. Et Alex, du coup, pendant que je cherche ça, moi, en tout cas, sa sortie 15 de France était pas folle. Moi, il y a un truc, il y a quelque chose qui m'est. En fait, la blessure de Gabin Villiers, je trouve qu'elle nous met un peu dans la mouise, parce que quand on regarde un peu le groupe France, du coup, qui va couvrir ce poste d'ailier sur le banc? Moi, je pensais à Gaël Ficou, forcément. Oui, je pensais à ça aussi. Obligé de faire un 5-3 avec Danty sur le banc. Ou Moefana. Ou sinon, il fait un 6-2 tout simplement, et il met Boutier titulaire et Dulin sur le banc. Comme ça, Dulin peut rentrer lié. Mais en vrai, les gars, Penaud, il peut jouer centre, et Ficou peut jouer à l'aile. Donc le problème, il se pose même pas, en fait. Pour moi. Hein. Le problème, il se pose même pas. On n'est pas obligé d'avoir des remplaçants à tous les postes, surtout que les ailes, c'est pas là où ça va faire railler le plus, tu vois. Non, mais du coup, les Anglais, je pense. Non, mais dans ce cas-là. Non, ils vont pas se faire chier, ils vont être arrosés pendant tout le match. Il vient faire quoi dans cette liste? Qui? Rien, il vient visiter Marcoussis.
Ah ouais, Donovan. Ouais, il vient faire quoi dans cette liste? Ah bah il vient comme à la première fois, comme on était d'accord pour le dire, Alex. Ouais. Il vient parce pour faire partie du groupe France pour un avenir radieux. Voilà. C'est beau, on dirait une pub. Mais parce que c'est vrai, je le pense sincèrement, tu vois. N'oublions pas après qu'il est formé arrière, quand même. Oui, c'est vrai. Et qu'il a gagné une Coupe du Monde en étant arrière, non? Oui, tout à fait. Je crois qu'il joue arrière. Il me semble, oui, la majorité raison, de la Coupe du Monde. Oui, il me semble. Ça se vérifie. Oui, je crois que t'as raison. Il me semble. T'as le bel sur les. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il joue 15. Non, mais il est monstrueux. En vrai, ça pose pas de problème. Tu vois, le poste de l'ailier, très clair. Il peut se retrouver sur le banc. C'est pour ça que je dis ça. Ah ouais? Non, moi je pense pas. Il peut couvrir l'ailier arrière. Hein. Je pense que vraiment, honnêtement, si on parle du banc, je pense que Dulin ou Boutier sera sur le banc en fonction de qui est titu. Et Jalibert sera sur le banc. Et point barre. Et là, t'as tout ton poste de la ligne de 3/4 qui est couverte. Et Bourgarit ou Chat? Parce que Chat est de retour. Bah, Marchand titulaire, Chat sur le banc. Chat sur le banc, ok. Chat, depuis qu'il a coupé ses cheveux, j'ai l'impression qu'il a peut-être perdu en influx. Ouais, franchement, moi je trouve ça pas normal. Il devrait nous demander notre avis dans ce cas-là. Non, mais par contre, plus sérieusement, quand même, vous voyez à quel point on parle du banc. Moi, ça me fait kiffer qu'on parle du banc. Parce que c'est hyper ça veut important. Dire que le 15 de départ, il est limpide, quoi. Et ça fait 15 ans qu'on attendait ça. Les finisseurs. Ouais, des finisseurs, mais ça va être tellement important. Alors en finisseur, je mets Clara, je mets 4. Autant pour moi, ça me fait toujours rire ce mot. Tout ça. Donc voilà, on a fait le tour autour de ce débat-là. La France va-t-elle assumer la pression et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et au centre, pour vous, c'est Danty devant Moefana? Pour moi, c'est Fickou Vakatawa sans aucun problème. Et après, Moefana 3 pour moi. Moefana 3 aussi. Bah, j'adore Danty, c'est un joueur que j'adore, mais il est au prime de sa carrière. Il n'y a pas de problème là-dessus, il est au prime de sa carrière. Malheureusement, au-dessus de lui, il y a. Pour moi, Moefana, c'est centré lié en plus. Donc, c'est tellement l'avenir. Mais c'est très similaire comme niveau après pour Danty ou pour Moefana, mais je serais pas outré qu'ils choisissent Moefana, même si je pense que Danty couvrirait en pur 12, couvrirait aussi la possibilité de mettre Fickou sur l'aile et faire rentrer Danty en 12 et donc d'avoir une combinaison français où les mecs se connaissent, mais Moefana mériterait tout à fait d'être sur le banc. Après, ils se connaissent, mais ils jouent pas souvent ensemble. Putain. C'est vrai que tu sais que j'ai regardé avec le Stade français cette année, Fickou et Danty ont très très peu joué ensemble. Ils ont joué 3 matchs. Quoi. Ouais, 3 matchs à tout casser. Comme quoi, finalement, Fickou il a déjà plus joué avec Vakatawa qu'avec Danty. Ouais, c'est vrai. Bon, après, l'année dernière, ils ont énormément joué ensemble. Hein, mais quand tu regardes Dupont l'année dernière en top 14, c'est 56 minutes. Ouais, voilà. Putain, c'est ouf. Moi, je paye pas son salaire, je m'en fous, mais. Bon voilà, c'est terminé pour ce débat les gars, on va passer au focus et donc comme je le disais en début d'émission, focus sur les Anglais qui rappelons d'ailleurs leur calendrier mon cher Ben, si tu peux l'afficher, 2 défaites en 3 matchs et on peut même se demander depuis quand finalement l'Angleterre a tant douté, donc défaite dès l'entrée du tour à destination contre l'Écosse 11-6, des victoires en Italie qui a un petit peu rassuré en termes de victoire, en tout cas 41-18, mais la défaite au Pays de Galles 40-24. Alex, depuis quand est-ce que les Anglais ont-ils été à un niveau aussi douteux, dirons-nous? C'est difficile à dire. Si tu prends juste les chiffres, 2009, ils font aussi 2 défaites sur les 3 premières journées, mais ils terminent quand même 2e du tournoi. Donc compliqué, mais malgré tout 2e. Pour moi, je vois plus une Angleterre qui ressemble à celle de 2005, qui avait perdu au Pays de Galles, qui avait perdu face à la France et qui avait perdu face à l'Irlande, qui avait fait 3 défaites lors des 3 premières journées. Et d'ailleurs, on avait gagné là-bas, et c'est la dernière fois qu'on a gagné là-bas dans le tournoi. Je précise bien. Ils avaient fini 4e cette année-là. Je les vois finir 3 ou 4 cette année. Je les avais annoncés gagnants, hein, je tiens à le rappeler. Pourquoi je me suis planté. C'est le Pays de Galles qui nous a baisé, on va pas se mentir. Ah oui, non, mais je m'attendais pas à cette équipe. T'inquiète, moi j'avais mis en favori comme Fabien Doré, j'avais mis l'Irlande. Non, mais moi aussi, mais c'est le premier match avec le rouge qui change tout, hein. Vraiment. Ah, voilà, c'est ça. Mais non, l'Angleterre, il y a plein de choses. Et quand tu vois, pour moi, c'est 2009, 2002, 2005, et j'ai 1 milliard de stats là sur cette équipe, mais en fait, c'est là que tu vois que cette équipe, elle brille nulle part.
Elle est intéressante nulle part, en fait, cette équipe d'Angleterre. Le nombre d'essais marqués, elle est 3e ex aequo. Nombre de mètres gagnés au pied, elle est 3e. Nombre de passes, elle est 3e. Nombre d'offload, elle est 5e sur les 6 équipes du tournoi destination. Nombre de plaquages cassés, elle est 4e. Nombre de turnovers provoqués, elle est 5e. Nombre de turnovers concédés, elle est 3e. Pire, faute de main, c'est la pire. Pénalité concédée, c'est la pire. Mais les pénalisés, c'est la 2e pire. Et la touche volée, c'est la 5e équipe sur 6. Donc, tu parles bien des Anglais, tu parles pas des Italiens là. Je parle des Anglais. Et c'est pour ça que je te dis que cette équipe, elle est. Touche volée, t'es sûr que ta stat touche volée parce que. Certains, 5e sur 6. Non, mais ils ont que 4 touches volées sur 3 matchs. C'est vraiment peu. J'ai juste noté le classement. Ok. Tu vois. Mais ouais, ils sont en fait ils sont moyens partout, voire mauvais. Ça les empêche pas pour moi de rester favoris. On en a parlé dans le débat. mais ces Anglais là, ils sont vilains. Et c'est pour ça que moi tout à l'heure je disais que ça va être un match étrange parce que en fait c'est une équipe qui récupère peu de ballons. Je disais un turnover provoqué 5e sur 6, seulement l'Italie fait pire. Et en plus, quand elle récupère des ballons, elle le perd parce que c'est celle qui fait le plus de fautes de main. Ouais, ils sont maladroits. Donc c'est la pire équipe. En fait, c'est très clair. Hein, c'est la pire équipe sur turnover dans ce tournoi à destination. Là où la France est la meilleure. Ouais. Donc en fait, donc personne ne voudra le ballon. Tout intérêt à garder le ballon. Ah mais là, tu parles en fait de carrément changer leur identité de jeu depuis le début du Destination. Parce que depuis le début du tournoi Destination, ils essayent de jouer comme nous, c'est-à-dire de se nourrir des ballons perdus. Sauf que pour l'instant, ça fonctionne pas du tout. Alors peut-être que ça va marcher face à nous. Tu le connais qu'il est têtu et que pour lui, ça marche pas parce que ces joueurs ne sont pas en forme. En fait, les Anglais, je crois qu'en Coupe du Monde, si je dis pas de conneries, au contraire, ils ont une vraie maîtrise du ballon. Je crois le match contre les Blacks, il y a une première. Ils ont plus de 60% de possession. Il y a une première mi-temps où je crois que les Blacks, c'est à la 60e minute qu'ils rentrent dans le terrain anglais ou dans les 22 anglais. Je crois que c'était incroyable. Vous vous rappelez plus de c'est un truc comme ça? Après, les Anglais, ils jouent comme. Les All Blacks jouent sur ballon de turnover. Ouais. Après, ils aiment bien avoir le ballon de temps en temps quand même. Ils vont être embêtants. Non, le truc, c'est que les Anglais ont été tellement cata qu'ils nous sortent pas enfin le bon match contre nous, quoi. Tu vois, là on voit la stat d'indiscipline. 41 pénalités concédées. C'est monstrueux. Et du coup, j'espère qu'ils vont être autant pénalisés contre nous. Je trouve que Maro Itoje est beaucoup pénalisé. Ah bah ça, tu sais qu'il aurait pu être capitaine des Lions britanniques. C'était une des discussions. Et dans les médias britanniques, là, quand ils ont vu qu'il s'était fait pénaliser, je crois 3 ou 4 fois, c'est ça, si je dis pas de conneries. 5 fois au dernier match. Je crois qu'il y en a 5 pour lui. Clairement, il a perdu le lead et ça devrait sûrement être à Owen Jones. C'est pas mon style, hein. Mais je trouve que sur Itoje, l'arbitrage est assez injuste parfois, je trouve quand même. Parce que je le trouve. Ils font un Slimani Gate ou quoi? Non, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, on applique une extrême vigilance qu'on n'a jamais appliquée à Richie Mako. Ouais, exactement. Oui, tout à fait. Ça, moi, je suis d'accord. Exactement. Bah attention, Richie Mako, à un moment donné, on le laissait tout faire. Richie Mako, t'as des vidéos, le mec, il va carrément dans le terrain adverse prendre le ballon et l'arbitre fait c'est bon, ça joue. Ouais. Bon, ok. Mais est-ce que aussi Maro Itoje, il a pas essayé de voir un peu où situer son statut en allant peut-être un petit peu à la limite, et en fait il s'est rendu compte que je vais pas pouvoir acquérir ce statut-là, qu'on ne siffle pas des fautes comme. Est-ce qu'il ne devient pas une caricature de lui-même aussi à un moment? Ouais, je vous trouve dur. Ça reste le seul peut-être beau joueur anglais qui reste là. Sans déconner. Non, mais il est très fort. Mais c'est le seul qui est au niveau. Et je pense qu'en fait, le problème, c'est que autant avant, il doit avoir des soutiens et de la fourberie qui est faite par quelqu'un d'autre, et que là, ça se voit moins, parce que du coup, c'est le seul qui est peut-être au niveau physique et qui tient l'intensité d'un match de haut niveau. Et du coup, monte Underhill pour faire du sale. Moi, exactement. C'est ce que je voulais dire. En gros, dans la 3e ligne, qui fait du sale, je pense qu'ils font du sale, mais ils en font beaucoup moins parce que physiquement, ils sont plus là. Mais là, j'ai parlé des stats collectives de l'Angleterre, mais on va juste vous proposer un peu les stats de joueurs. Avec plaisir. Voilà, ce tableau, moi, je l'adore. Je l'adore autant que je déteste Ben Youngs. C'est-à-dire qu'en regardez le nombre de passes du demi-mêlée par match. Varney, il en a fait 83. Price, il a 80 par match. Gibson Park, 58. Un match de moins en plus, Gibson Park.
Ouais, et Ouais. non, ce qu'il est rentré dans le premier, donc Ah, il est ça c'est une moyenne, donc en plus ça dilue sa moyenne, en plus, parce qu'il est rentré à la 50e. Ouais. Ok. Mais Dupont est à 48 passes en moyenne par match et Yanks 39. En fait, il pèse très 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 peu sur le jeu de l'Angleterre. Ben Yanks, pour moi, c'est un très gros problème. Il n'est plus en mesure aujourd'hui, il n'est plus en capacité en termes de niveau de jeu de peser autant sur les avants. Et pour moi, c'est là le problème sur les avants de l'Angleterre. Et puis d'autres stats qui pour moi sont assez dingues. J'ai regardé le top 10 dans chaque catégorie dans le tournoi destination sur les 3 premières journées. Donc là, c'est pas des moyennes, c'est des totaux. Donc il y a des Français quand même qui arrivent à se placer en ayant joué que 2 matchs et des Écossais aussi. Quand on regarde les ballons joués à la main, le meilleur anglais, il est 10e, c'est Elliot Daly. Donc tu prends la balle, tu cours avec. Voilà. Ok. Le nombre de mètres parcourus, c'est Daly 5e, le meilleur anglais. Il n'y en a pas un autre dans le top 10. Le nombre de Même, plaquages réussis, Curry 4e, ça c'est bien. Itoje 10e en total. Ballon gagné, oui, Hill, le deuxième ligne, il est 5e. C'est pas mal. Et le nombre de offload, et pour moi ça c'est assez révélateur, c'est encore une fois Elliot Daly. Vraiment, il est dans toutes les statistiques. Elliot Daly, il est 8e, c'est le premier anglais. Et il faut imaginer qu'il y a 3 Français devant lui, en n'ayant joué que 2 matchs. Donc il y a Villiers, Dupont et un autre joueur. Donc pour moi, cette équipe, même individuellement, elle brille pas. Il n'y a pas un joueur mais qui brille pourtant, dans une moi j'ai statistique. l'impression que Watson était, il me donnait une 3 bonne essais. impression. C'est le seul truc. Il me donnait, j'ai l'impression que c'était le seul qui était un petit peu, je sais pas, dynamique, tu vois, qui mettait le doute dans les défenses. Je trouve que Watson, je le trouve en forme, c'est l'un des rares à être en forme, je trouve. De Il cette a mis équipe 3 anglaise. essais, c'est vrai. Une des vraies questions autour des choix d'Eddie Jones, ça va être de savoir s'il met Owen Farrell en 10 ou George Ford en 10 avec Owen Farrell en 12. Quel choix va-t-il faire selon toi, Aymeric? Et quelle sera la différence s'il met l'un en 10 ou l'autre, tout simplement? Pour moi, il va garder son système Ford Farrell. Parce que Ok. pour moi, la seule explication de mettre Farrell en 10, c'est peut-être de le faire moins courir, mais il est tellement à la rue que si tu mets qu'un seul créateur et que ton créateur il est catastrophique, parce que c'était, comment il s'appelle le 12 là, Oli Lawrence. Ouais, Lawrence, ça va pas te créer grand chose, tu vois. Donc c'est beau bébé, il y a pas de problème, hein, ça va te prendre le centre du terrain, il y a pas de souci. Maintenant, je trouve que Farrell étant en dessous, le fait d'avoir Ford prend tout son sens. Le problème, c'est que Farrell étant en dessous, défensivement, Farrell, il est bon de l'attaquer. C'est mon opinion, je vais peut-être me faire détruire. Mais je trouve que. Je suis 100% d'accord avec toi. Bon, bah ça me fait plaisir, j'ai au moins Alex qui est avec moi, c'est cool. Mais je trouve que la zone Farrell est intéressante d'attaquer parce que je le trouve vraiment pas en jambes. Ouais. Maintenant, tout ce qu'on dit là, si ça se trouve, ils vont nous sortir le match de leur vie, ces connards. Pardon, hein, Oui, mais mais juste, ça, c'est toujours juste la même là. chose, hein, malheureusement. Mais, Écoute, hein, mais on non, non. enregistre et puis si on se trompe, on aura le droit, on assumera. Ford, il est assez propre, tu vois. On est sur un disque qui est propre, qui fait pas de vagues, qui va te mettre des beaux essais de temps en temps, mais qui va surtout distribuer, qui va surtout donner et qui donne un bon rythme, qui est obligé de souvent réalimenter le rythme une fois que notre ami Youngs a joué. Parce que lui, c'est vraiment zéro rythme, mais après, c'est leur manière de jouer. Hein. Mais du coup, c'est beaucoup d'occupation, coup de pied d'occupation, tu connais. Ouais. Le fait de jouer avec Farrell en 12, ça te permet justement de faire monter un peu plus la ligne et donc de faire monter un petit peu plus ton troisième rideau pour ensuite taper derrière. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un bon pied en 12. Forcément, tu fais une passe de plus, tu fais monter un petit peu plus, c'est la logique. Et c'est aussi ça qui justifie leur jeu de coup de pied d'occupation, de coup de pied offensif. Voilà, qui maîtrise à merveille, quoi. Et en tout cas, dans la presse du pays, il y a quelques papiers qui sont sortis Ouais. avec une volonté quand même de pousser pour Oli Lawrence et donc pour remettre Farrell en 10 ou alors carrément ne plus avoir peur de sortir Owen Farrell du 15 pour mettre Oli Lawrence en tant que titulaire. C'est une des possibilités aussi. Hein. Ils hésitent plus aujourd'hui à en parler étant donné le niveau actuel d'Owen Farrell. Et à propos justement, on sait que la presse du pays est très importante et occupe une grande place dans l'idée que se fait le peuple de sa sélection. Alex, en ce moment, où se trouve un peu l'état d'esprit de cette presse anglaise?
Bon, on sait que la presse anglaise, elle est quand même assez dingue, c'est-à-dire qu'elle est capable d'insulter des joueurs, qu'elle est capable de descendre publiquement les joueurs, en les nommant un par un, faire des unes sur le mec qui a fait une passe en avant. Enfin, ils sont très très durs les Anglais. Et en fait, là, depuis quelques jours, ils sont beaucoup plus mesurés et ils sont même dans l'empathie un peu, et ça m'inquiète beaucoup parce que quand tu vois dans le Daily Mail, la Chris Foy, qui est une grande plume du Daily Mail, qui parle de cette initiative des stars anglaises, ça c'est assez étonnant, qui ont appelé Eddie Jones pour prendre la responsabilité de toutes les pénalités concédées au Pays de Galles. Donc les joueurs ont appelé le sélectionneur en disant on est désolé, on a revu les images, on a fauté, on a les 14 pénalités concédées, plus de la moitié elles étaient évitables et on a foiré. Les joueurs ont fait un serment à Eddie Jones de corriger ça, et Eddie Jones qui a parlé au Daily Mail, qui a dit voilà, vous voyez, la grande force de cette équipe, c'est l'honnêteté. Et il y a tout un papier qui salue ça dans le Daily Mail et ça m'inquiète beaucoup. The Guardian avec Robert Kinson, qui est là aussi une grande plume de ce journal mythique, qui soutient qu'Eddie Jones travaille exclusivement sur les problèmes en discipline. Pour lui, pour Robert Kinson, si l'Angleterre est peu disciplinée, elle a largement les chances de battre les Bleus. Et je suis assez d'accord avec lui. Bon, après, c'est comme dire quand la porte est ouverte, on peut rentrer, quoi. Tu vois, à un moment donné, plus t'es discipliné sur un match de rugby, plus t'as de chances de gagner. Oui, en évidence. Pour eux, c'est la variable. Si trop gros, tu passes pas dans la porte. Non, mais pour eux, c'est la variable. Ouais, bah d'accord. Bah, qui regarde les matchs, qui regarde la production anglaise alors, parce que vraiment, y a pas que ça en variable. Hein. Enfin, le Télégraphe qui va un peu plus loin et qui est pourtant très mesuré d'habitude, c'est la rédaction rugby qui signe ce papier, qui parle qu'un succès probant face à la France, probant, hein, ils disent bien attention quand même, pourrait totalement relancer l'Angleterre et surtout effacer l'humiliation écossaise. Ouais, bah c'est possible. Non, mais ça veut dire qu'il faut qu'ils nous en mettent par les Français, ils sont dans 30, dans le positif. Et ça, c'est pas normal, tu vois. Non, mais après. Jette un œil sur. Pardon, après, c'est la période. Jettera un œil sur le calendrier anglais pour que Ben le prépare. Ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est la période aussi. Tu vois, c'est ce qu'on disait en preview de ce 6 Nations. Le Covid frappe tout le monde, bien évidemment. Les Anglais ont été violemment frappés, un peu plus que nous, si je m'avance un petit peu sans faire de journalisme. Mais en gros, il y a cette espèce de solidarité. T'as envie de te retrouver et se dire, ok, l'union sacrée, entre guillemets, tu vois, de dire, bon, on va arrêter de détruire notre équipe, on a envie d'y croire, on va donner de l'espoir à la population, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on traverse une sale période. Moi, je trouve que c'est de la com, je trouve que c'est intelligent, je trouve que c'est bien de le faire. Maintenant, c'est pas ça qui va faire que les Anglais vont courir plus vite, c'est pas ça qui va faire que les Anglais vont être plus puissants ce week-end. J'y crois peu. Moi, j'ai juste un truc à dire pour clôturer ça. Est-ce que, Aymeric, tu peux te baisser vous lisez, hein, détruisez-les, Britons out. Et ben voilà, Britons, c'est ce que j'espère. Moi, je vais lancer le hashtag Britons out, bien sûr. Dès vendredi, je le balance sur les réseaux. Dès qu'il y aura un commentaire rugby, ça sera accompagné du hashtag Britons out, bien évidemment. Ça n'a rien à voir avec le Brexit, c'est juste qu'ils dégagent, quoi. Voilà, qu'on les détruise. Voilà, c'est ma manière de... Pour terminer ce focus sur les Anglais, on regarde un peu leur calendrier, du coup, pour rappeler que donc il leur reste 2 matchs à eux, hein. Donc nous, et ils termineront par un déplacement en Irlande. Voilà, parce que j'ai vraiment hâte qu'ils perdent ces deux prochains matchs. De quoi ? J'ai hâte qu'ils perdent ces 2 prochains matchs. On est ensemble. Ah bah ouais, mais vraiment. Moi aussi, j'espère. Hein. Mais moi, je suis pas très... Un peu moins assuré. Bon, bah écoute. Non, mais tu sais quoi ? Tu sais ce qui me partage ? C'est de me dire que, au fond de moi, s'ils perdent les 2 prochains, ils risquent de faire du changement. Et qu'ils maintiennent ce cap, vraiment, pendant 3 ans, ça serait super. Hein, c'est toujours parce qu'ils ont un tel réservoir qui peuvent vraiment changer énormément de joueurs, changer leur manière de jouer et faire très très mal et produire du très beau rugby. Je pense que c'est pour ça que nous, on est aussi dur aussi avec les Anglais. Ouais. Clairement. Les gars, on passe au quiz pour terminer cette émission. Donc, on a fini là, vraiment. Du coup, je ferme l'ordi. Hein. Non, je rigole. Le con. Très très bon, très très bon. 3 questions pour démarrer, des questions très simples qui sont des questions de rapidité. Première question, Aymeric, Alex. Quel joueur anglais a fait un gros match contre Exeter ce week-end et qui était absent sur le début du 6 Nations?
Je sais que Sam Simon s'est encore marqué. Mais du coup, c'est pas le bon Il cours. jouait contre Exeter. Bah ouais, je sais. Écoute, un grand joueur anglais. Un très bon joueur anglais qui était absent du 6 Nations, peut-être. On en a parlé dans cette émission. Ouais. Attends, ça va me revenir. Ah ouais. C'est un avant. Un Et avant. vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez... De quoi? Joe Lunchbury? Non. Ah, Curry. Bah non, son pendant. Ah bah Exactement, Sam Underhill. De rien, putain, de ta race. Et ouais, il a joué contre Exeter ce week-end, les gars. Ouais, 1-0 pour Alex, alors que Ben, notre chef d'édition, a évidemment trouvé avant. Oh, mais ça, il a rien à dire. Et il est fan de Premiership. Deuxième question. Combien d'internationaux anglais, selon vous, étaient titulaires avec Exeter ce week-end? Présents dans le groupe du tournoi à destination. Ah, aucun. Exactement, Emeric. Bravo. C'est pas incroyable. Bah, aucun. J'hésitais à dire 1 pour Luke Cohen-Dickey, mais non. Bah, aucun, Non. parce qu'ils sont en bulle. Eux, je crois qu'ils sont vraiment en bulle, eux. Bah, Ils sont pas avec la non, bulle ils sont option gaufre comme nous. En tout cas, il n'y en avait exactement aucun. Bravo, Emeric. Un Yes. partout. Troisième question. Dis-moi, Alex. Non, je suis prêt. Un joueur s'est coupé les cheveux. Kamisha. Non. Si, il y a que lui, mec. Il y a que lui. Tu sais que je me suis arrêté parce que je savais que tu allais dire quelque chose. Un joueur s'est coupé les cheveux et a créé un émoi européen, dirons-nous, il y a peu de temps. Marler. Il les a coupés. Ce n'est pas Marler. Cohen-Dickey. Ce n'est pas Jenge. Cohen-Dickey. Jenge. Il les a... De quoi? Jenge. Non, ce n'est pas Eddie Gaines. Tu dis Genge, toi? Mais il a coupé ses cheveux pour une raison caritative, pour Ok, une bonne cause. soulever des fonds pour un hôpital. J'ai vu ça. Qui est-il? Watson. C'est un joueur... C'est... Anthony Watson. Ce n'est pas Anthony Watson. C'est un joueur qui est habituellement en remplaçant, mais qui est... Attends, mais on parle de l'Angleterre, là? Parce que nous, on est que... On est d'Angleterre. Ah ouais. J'ai pas dit que c'était un coup Ah ouais, spécial. pas forcément. Ah, ça va pas être Russell, hein. Eh ben, c'est un rapport avec Finn Russell. Hastings. Ce n'est pas Hastings, mais continue dans cet esprit. Un Fagerson. Non. Putain, Reste sur... Amish Watson. Ah, bâtard. C'est pas Amish Watson, c'est un numéro 10 qui était titulaire sur la Coupe d'automne des Nations. Duncan parce Ware. que c'est Ah, Duncan bah oui, les Ware, veuches de exactement. Duncan. Mais bien sûr, les veuches qu'il a. Mais bien sûr. Exactement. Il y a de quoi faire un tapis, sans déconner. Ah ouais. Félicitations. Putain, il y a pas de photo Alors, de Duncan Ware, merde. Ça fait 2-1, pour, Ouais, GG. pour Alex. On est à On va faire- 1 heure à peu près là. Hein. On va faire une énumération, les gars. Oh, merde. Chacun votre tour. Il y a donc 2-1 pour Alex. Donc, mon cher Emric. Ouais, je comprends, j'ai fait les comptes. Ah ouais, en plus. Il y a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 joueurs du groupe de 31 qui comptent actuellement 10 sélections ou moins. France. France. Vous allez chacun votre tour devoir dire un joueur. On affiche le groupe de 31 ou pas? Emric, tu es le premier à me sortir un joueur à 10 sélections ou moins. Donovan Teofifenoa. Donovan Teofifenoa, c'est bon puisqu'il a 0 sélection. Alex. Jean-Baptiste Gros. Jean-Baptiste Gros, c'est bon. Il a 6 sélections, le Toulonnais. Ouf, j'ai peur. T'as vu comment on commence pas par le même endroit? Moefana. Il y aura Moefana, c'est bon aussi. Il compte 2 sélections. Cyril Cazot. Cyril Cazot aussi, t'es bon. Il a 1 sélection, Cyril Cazot. Woki. Cameron Woki, il Bah, a attends. 4 Il sélections. me sort qu'il a 10 sélections, Woki. T'as eu peur. Hein. Wilfried Hougpatin. Ah, bâtard! 0 sélection pour le Castrais. Exactement, c'est bon. Bourgarit. Bourgarit compte 5 sélections. Bravo, Mike. Alex. Dorian Aldeguerri.
Dorian J'aurais Aldeguerri, dit. c'est bon. J'aurais 7 dit, sélections. j'aurais dit Dorian. Ouh, c'est dur. Il en reste là hein. Il en reste combien? Il en reste 1, 2, 3, 4, quand 5 même. Ah oui, quand Il en même. reste- Anthony Gelon. Anthony Gelon, c'est bon, il a 6 sélections. Baptiste Couillou. Ah, Baptiste bien Couillou, joué. 5 sélections, exactement. Bien, Bravo. bien joué, bien joué. Il en reste 2, c'est ça? Il en reste 1 et 2 et 3. Moi, je vais porter mes couilles. C'est 10 ou 4 moins. même. C'est 10 ou moins. 4, c'est 10 ou moins. Mathieu Jalibert. Félicitations, 10 sélections pour Mathieu Jalibert. Il a C'est bravo bon. celui-là. Celui-là, bravo. Dylan Cretin. Dylan Cretin, 7 sélections, bravo. Il en reste donc 1 et 2. 2. Il en reste 2. Putain, là, faut que je me rappelle de la liste. Putain. Tu sais quoi? 10 sélections. Pff. Je porte mes couilles. Cyril Bay. Malheureusement, c'est pas Putain bon pour Cyril Bay. Attends, 14 attends. sélections. Attends, mais si Alex valide, on va voir. Danti. Danti, Ah, mais oui, je l'avais exactement, oublié! 6 Je sélections. l'avais oublié, putain! Ah, bien Il y en a joué, encore un, il Alex, y en a bien encore un, joué. Ouais, il en reste un. Attends, il en Attends. reste un. Alors, attends. Ouais, mais t'as la liste sous les yeux, salopard. On Alors, en voit il y que a tu non, lis. non, non, j'ai pas la liste. Il y a 3 pour Alex. Ça se reflète sur tes carreaux de... Premier, 1 point pour celui qui trouve le dernier à -2. Il a 6 sélections exactement. Bah, j'ai pas. Hein. Pff, j'ai plus de 6 joueurs. là, sélections. donc, Attends. 1 point pour celui qui le trouve. Attends. 6 sélections. 6 sélections, tu m'as dit? 6 sélections pour ce joueur. Ah, je l'ai. Je crois. Dis-moi. Bah, Tu l'as pas là. Awas. C'est pas Awas. Non, Awas, non. il a grave. Non, mais Awas, il a. Attends, Il moi, a j'ai. 9 sélections, je l'avais oublié. Putain, ça aurait marché. Ça aurait marché, c'est incroyable. Ça aurait marché, mais vous l'avez pas donné. Donc, mais 1 point du coup pour Alex, mais 1 point quand même pour le dernier parce qu'il en reste un. J'ai pas le groupe sous les yeux. Est-ce que tu vas revenir à 4-2, Emmerich? Bah, je pense que c'est des piliers. C'est un des piliers gauche. Ah ouais? C'est pas un pilier. Non, c'est pas un pilier. Moins de 10? Moins de 10 sélections. Il y a un joueur que vous n'avez pas cité, je crois. C'est un arrière. Boutier. Boutier, sérieux? Ah ouais, Ah, j'ai hésité, Ouais, Boutier. il a 6 sélections. Ah oui, je suis con. Boutier, c'est l'air Galtier. Après, il a pas pu jouer. Il a été blessé. Ah ouais, c'était sûr. Putain, 5-2 j'ai- 5-2 pour Alex. Ah, bien 5-2 joué, bien pour joué. Alex. Le denti, je l'avais oublié. Il était facile, le denti. Pourtant, ça fait longtemps hein, qu'il est là, mais. Mais moi, j'ai peut- complètement oublié qu'il Ah. était dans la Selec. Mais je te jure. Ah les gars, pour terminer, C'était un bon je jeu, vais c'était vous un bon jeu. Je vais vous poser une colle sur un qui suis-je. Et ce qui suis-je là, avec une information que peut-être vous n'avez pas, ce sera la première information que vous aurez et que je trouve que j'ai trouvé dans le dernier middle. J'étais pas au courant. Putain, j'ai pas lu le middle aujourd'hui. Ah. Hier non plus. Ah, voilà, très bien. Comme ça, Ça doit faire bien. C'est tout ça que je l'ai pas lu, moi. Aïe, aïe, aïe. ce joueur-là vient d'être. Qui suis-je du coup Je viens d'être nommé entraîneur principal des Jaguares 15, qui remplace donc les Seibos comme franchise argentine dans El la Mago. Super Ligue Mexicana. Hernandez. Ce n'est pas Hernandez, mais on est dans cette idée de joueur argentin, à peu près âgé d'une quarantaine d'années. Il a 39 ans exactement, ce joueur-là. Il est né à Buenos Aires. Et Ville dans merveilleuse. il fait les beaux jours du championnat de France parce qu'il a joué pendant exactement 9 ans, à 9 ans à Toulon. Un Argentin Je vais dire de une Toulon. connerie. Juan Martin Fernandez Lobé. Ah, GG, bien joué. Il a été nommé donc victoire au quiz d'Alex. Félicitations. Bien joué. Bravo Alex. Oui, effectivement, je ne merde. le savais pas du tout. Mais voilà, il vient d'être nommé. Il était nommé entraîneur principal. Et les joueurs, ils voulaient pas qu'il quitte Toulon. Hein. Les joueurs, ils l'adoraient au RCT. Ah bah oui, j'imagine. Et en même temps, c'est un très très grand joueur. Mais même coach, hein. Il a fait une dernière année en tant que coach. Hein. Et les Ah gars, oui, je vais pas vous mentir, c'est vraie histoire. Quand je suis allé en Argentine, j'ai croisé sa cousine. C'est-à-dire Bah, C'est c'est-à-dire désormais que. ta femme. Et on a 2 beaux enfants, c'est magnifique. Non, mais en gros, je me balade à Buenos Aires et je parle rugby. Je sais plus pourquoi, parce qu'on n'est pas loin d'un truc de rugby. Parce que t'étais complètement fait.
Non, franchement, ça va, j'étais avec mes chéris, j'étais pas en mode, ouais, les moche, tu vois, tranquille. Et je vais, je crois, dans un magasin de sport, et du coup, je parle rugby. Et la vendeuse, elle me parle de l'OB. Et elle me montre sa carte d'identité, elle montre comme quoi, bah, c'est mon cousin et tout, elle montre des photos et tout. Voilà, petite histoire inutile pour tout le monde, mais je vous dis, il a une cousine à Buenos Aires. Faut pas le dire à Robin Vatrin, ça, mon compère de bah oui, qui est parti en Argentine et qui a trouvé une femme. Oui, qui donc, apparemment, lui, repeuple l'Argentine. Oui, voilà. J'ai affiché le calendrier, mon Jojo. Bon bah merci les gars. Donc Aymeric, j'imagine que tu es en train d'afficher le calendrier de la 4e journée. Donc on le rappelle, avec Italie Pays de Galles pour démarrer samedi, suivi d'Angleterre-France. Forcément, on se retrouvera à n'en pas douter pour un débrief. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la page YouTube, abonnez-vous à la page Twitch aussi, à notre Twitter, notre Instagram. On balance toutes les infos sur toutes nos émissions, sur toutes les informations sur le monde du rugby. Et on terminera avec Écosse-Irlande dimanche. Merci Alex, merci Aymeric. On se retrouve très très vite. Et allez les Bleus. D'Angleterre-France. Détruisez-les! Britons out!